Le journal sur Camnews 24, bienvenue à tous. Le sommaire. Améliorer le système énergétique des bâtiments dans les villes, c'est l'objectif que vise le Forum des experts du bâtiment réuni à Yaoundé sur le thème « Atteindre les objectifs du climat à travers le code énergétique du bâtiment, l'efficacité des ressources, les énergies propres et la résilience ». Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Voilà le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion donc pour les hommes et femmes de médias de décrier les injustices qu'ils subissent dans leur secteur d'activité. Une fois de plus, bienvenue au journal. Quand la presse vit, son acteur fait envie. Au Cameroun, la plume est bel et bien vivante. Ses œuvres ont influencé tous les domaines de la vie courante. Cette introduction alléchante fait suite à un mal-vivre réel que connaît la presse. Entre imposture, intimidation et manipulation, le journalisme au Cameroun est un idéal sur un terrain de conflit. Colombe et Catal. La presse porte à la connaissance du public des informations à partir desquelles beaucoup se forgent une opinion. Au fil des siècles, elle a modélé des cultures à travers le monde. Le Cameroun, sans l'ombre d'une prétention, peut se vanter lui aussi d'appartenir à l'univers de la plume. Sauf que dans son cas, la presse reste un idéal bâti sur des socles de conflit. Le journaliste camerounais est rompu dans son art. Pour le bon qu'il est, avoir son nom dans un organe donne une sensation de gloire. Une gloire, malheureusement, qui croupit dans la lutte pour son épanouissement socio-professionnel. Accès limité à l'information, accréditation orientée même pour des cérémonies institutionnelles ouvertes au public. Le berceau de nos ancêtres, connu pour sa liberté d'expression, connaît pourtant ces cas de captivité des acteurs de la presse. Dans bien des cas, pour les journalistes de sport en l'occurrence, des passions exacerbées peuvent conduire à des menaces de mort. Contrats inexistants, salaire de misère, licenciement abusif, voilà des cancers qui rongent imperceptiblement la fibre morale du journaliste qui a le droit à la vie. Résultat des causes, une mainmise sur les moins intègres, les plus manipulables pour des informations de moins en moins crédibles. C'est au mépris de l'éthique et de la déontologie que pour quelques biais, des réputations entières seront détruites. Si jadis, la valeur existentielle du métier tenait d'abord à la passion, à la rectitude et à l'abnégation du public, les motivations du journaliste aujourd'hui se construisent sur la survie. C'est sans état d'âme que l'on publie des informations non fondées juste pour améliorer son confort ou simplement pour faire la promotion de son image. Le milieu est infesté des imposteurs friands du pourboire. Séparer la mauvaise herbe du blé dans le monde journalistique au Cameroun est devenu maille à partir. Lorsqu'on sait combien la presse agit sur notre mentalité, sur notre conduite et même sur nos valeurs morales fondamentales, il y a bien lieu de se poser des questions. Quatrième pouvoir, le plus beau métier du monde et autre expression pour animer le concert d'éloges à une presse maltraitée ne laisseront que l'écho d'un bruit agaçant aussi longtemps que le milieu ne sera assaini et que le journaliste, aussi petit soit-il, et exerçant pour le plus petit des organes agréés, ne sera respecté. Un respect qui passe par son accès à l'information et à ses droits, aux chèques et aux autres libertés fondamentales. Développement urbain et protection de l'environnement, l'Afrique doit améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et développer ses villes de manière durable. Tel est le but recherché à travers la deuxième conférence régionale sur les villes durables, l'énergie et le climat qui se tient à Yaoundé sur le thème « Atteindre les objectifs du climat à travers le code énergétique du bâtiment, l'efficacité des ressources, les énergies propres et la résilience ». Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Éric Ticheux. L'accord de Paris signé le 12 décembre 2015 et ratifié le 22 avril 2016 à New York appelle à des changements importants et à l'accélération des actions pour s'attaquer aux problèmes urbains pour faire face au changement climatique. Ainsi, une urbanisation planifiée et durable offrant d'énormes opportunités pour le développement économique, social et environnemental. Les pays africains doivent saisir ces opportunités en concevant des villes durables, moins polluantes, conviviales et utilisant les sources d'énergie renouvelables, énergie éolienne, énergie solaire et l'énergie provenant de la transformation des déchets organiques. C'est fort de cela que cette conférence régionale, la deuxième après celle tenue à Yaoundé en 2014, est une opportunité pour discuter sur d'importants aspects de l'énergie et du climat. Question de pourvoir l'Afrique d'une boussole susceptible de permettre aux villes africaines de contribuer au développement durable de la planète. Cette deuxième conférence régionale qui s'achève ce 4 mai 2016 fera l'inventaire des progrès réalisés dans la mise
en œuvre de la déclaration de Yaoundé de 2014 avec une attention particulière sur les programmes et interventions vers la promotion des villes durables, l'efficacité énergétique, l'accès à l'énergie et l'atténuation des changements climatiques. Nous avons pu élaborer, n'est-ce pas, les normes, la stratégie, n'est-ce pas, en matière d'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments. Il manquera maintenant à l'économie et également à faire des textes, n'est-ce pas, d'application. C'est très important compte tenu, n'est-ce pas, de la mouvance nationale et internationale après la conférence COP21, sa ratification par les chefs d'État, donc celui du Cameroun, et ensuite, n'est-ce pas, l'engagement de près de 150 pays, n'est-ce pas, à nous engager à utiliser les énergies renouvelables dans les villes renouvelables et dans les villes durables. Le gouvernement camerounais s'étant engagé dans la formulation d'une politique urbaine nationale visant essentiellement le développement des villes durables, il se tient parallèlement à cette conférence depuis le 30 avril à Yaoundé, un atelier de formation pratique de 45 jeunes sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables pour l'autonomisation des jeunes filles et garçons. Cet atelier organisé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'achève ce 4 mai par la remise des certificats à ces jeunes. La cérémonie d'ouverture de cette conférence régionale a été présidée ce 2 mai 2016 par le ministre Jean-Claude Mbouentoué de l'Habitat et du Développement urbain en présence de la secrétaire d'État chargée de l'habitat, Madame Biboum Né Billon Marie-Rose, du docteur Vincent Kitio, chef de l'unité énergie urbaine à l'ONU Habitat, de Bernard Dubois, le directeur adjoint de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, de Williams Ouattara de l'Union africaine, de Madame Thérèse Chantal, ministre plénipotentiaire auprès de la CEAC et des participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Après l'accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 10, l'hôpital central de Yaoundé en émoi, André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique, est allé exprimer la compassion du gouvernement camerounais. La consternation était à son paroxysme car, depuis la catastrophe de Sam, l'hôpital central de Yaoundé n'avait plus vécu pareille tragédie. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Vades Kongan. Le 29 avril dernier, il était difficile de se contenir, difficile d'échanger quelques mots, même de tristesse. En fait, l'hôpital central de Yaoundé, au dire du ministre André Mama Fouda de la Santé publique, a reçu des personnes sur les 53 grièvement blessés et les 7 corps calcinés, difficilement reconnaissables. Il s'agit là des victimes de la collision qui s'est produite dans la nuit du 28 au 29 avril 2016 entre un bus de transport en commun ayant à son bord quelques 80 passagers et 3 grumiers au niveau du village Mbang, à quelques 10 km de la ville d'Ayos, dans le département du Nyon-Ifoumu, région du centre. Le premier bilan de l'incendie provoqué par cette collision, présenté par le ministre de la Santé, fait état de 53 blessés en observation, dont 3 ont été évacués à Yaoundé et à l'hôpital régional de Bertoua, et de 7 morts, des corps calcinés. Déjà, je voudrais exprimer les sincères condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, mais dire déjà que nous allons continuer la prise en charge des blessés qui sont à l'hôpital régional d'Ayos. Nous allons tout faire pour ceux qui ont été évacués et pour ceux qui sont calcinés, comme ils sont difficilement reconnaissables. On va prélever leur ADN et suivant les réclamations de famille, nous verrons la suite. Mais il faut savoir que ce n'est pas des corps qui pourraient être conservés. Donc il faudrait agir très très vite. Il faut bien entendu condamner cet autre drame qui a coûté la vie à des Camerounais. Mais cet autre accident de la circulation rappelle l'urgence de revoir en profondeur les fameuses campagnes de prévention et de sécurité routière initiées par la gendarmerie et la sûreté nationale, ainsi que les services du ministère des Transports.
Signalons qu'après le drame, la présidence de la République a produit un communiqué indiquant que le chef de l'État présentait ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et adressait ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Mieux, Paul Biya a instruit l'ouverture immédiate d'une enquête qui devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et en établir les responsabilités. Coup de cœur d'un député de l'Assemblée nationale aux arrondissements de Dembo et Touara dans le département de la Benue. Sans doute les populations de cette localité en général et les responsables des structures à qui sont destinés ces dons en particulier ont vu une partie de leurs préoccupations et problèmes trouver des solutions. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des actions et missions que doivent mener tous ceux-là même qui sont appelés à défendre les intérêts de la population à l'Assemblée nationale. Jusqu'à Amanboni. C'est une bouffée d'oxygène pour les établissements scolaires et centres de santé intégrés des arrondissements de Demdo et Touroua dans le département de la Benue qui ont bénéficié d'un renforcement de leurs infrastructures, 100 tables bancs pour chaque arrondissement, 15 lits équipés de matelas pour Dembo, 20 pour Touroua, des PSBB et adultes, des trousses chirurgicales, des tensiomètres entre autres. Le don qui est du député Mahmouda Ali arrive au moment opportun dans un contexte où le manque d'infrastructures est très préoccupant. Dembo et Touroua sont ainsi la suite d'une tournée de bienfaisance qui est passée par Garoua 1, 2 et 3, Gashiga, Teboa, Bardake et Bachéo. Un geste qui va droit au cœur des populations qui expriment leur gratitude par la voix de Sa Majesté Aliou Mustafa Lamido de Touroua. La personne qui vous dit merci demande certainement encore. C'est pourquoi nous profitons de votre présence parmi nous, j'allais dire parmi vos populations dont vous êtes indignes. L'honorable député Mahmouda Ali, qui comme toujours promeut les valeurs d'humanisme, vole à leur secours afin d'améliorer leur cadre de vie. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre des promesses et engagements faits lors des dernières campagnes électorales. Les valeurs d'humanisme qui concourent à l'amélioration du cadre de vie des populations de la Benue. Je voudrais faire remarquer que aujourd'hui, je suis devenu le député de toute la nation, mais je voudrais vous faire remarquer que j'ai une joie particulière d'être là parmi vous aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et hier. Le donateur s'en va rassurer du soutien des populations. Il saisit l'occasion pour faire un appel aux autres élites de venir en aide à ces localités afin de contribuer à leur développement. Ce sera un pas vers l'émergence tant prônée par le chef de l'État. Il ne reste qu'à exhorter au bon usage du matériel offert. Célébration de la fête du travail, on en reparle dans cette édition. Les travailleurs du Nord en général et ceux de Garoua en particulier, avec à leur tête le gouverneur de la région, Jean Abaté Edi, se sont joints au reste du monde pour commémorer la 130e édition de la fête internationale du travail. C'est environ 200 entreprises publiques, parapubliques et privées qui ont pris part au défilé ici à la place des fêtes au quartier Houndé Adia, devant un parterre d'invités venus accompagner les siens jusqu'à Amanboni. Placé sous le thème responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent, un thème fort évocateur qui relève à la racine la problématique du travail décent, la 130e édition du travail à Garoua a connu plusieurs temps forts. Entre autres, la remise des médailles à presque 60 travailleurs des différentes sociétés, les allocutions des responsables des syndicats qui se sont succédés à la tribune pour dénoncer les formes de précarité qui résistent à l'amélioration des conditions de travail au Nord. Le non-respect par les chefs d'entreprise des accords conclus à travers les conventions collectives nationales ou accords d'établissement. Il convient de noter qu'un travail décent sous-entend la prise en charge de la sécurité sociale d'un travailleur à travers les allocations familiales, la rémunération à temps et à la hauteur du travail, des conditions dont le respect pourrait alors donner un sens au thème de cette 130e édition. Pour cette journée, c'est la délégation régionale du travail qui va ouvrir le bal
principal du défilé pédestre. Ensuite, la démonstration de force de chaque entreprise au défilé. Pendant plus de 2 heures, on verra passer toute la crème des entreprises de la ville de Garoua et ce dans des divers secteurs. Administration publique et parapublique, médias et communication, industrie et cycle, sociétés pétrolières, de gardiennage, banques et organisations financières, travaux publics et bâtiments, hôtellerie, agences de voyage, etc. La fin de la cérémonie sera marquée par la remise des prix aux différents vainqueurs du concours organisé à cet effet. Je voudrais d'abord me féliciter de ce que le défilé en lui-même a été un très grand succès. Et je voudrais à cette occasion féliciter toutes les parties prenantes pour son organisation. Mais le message essentiel est contenu dans le thème qui a été développé. Et nous pensons que si une attention particulière est accordée à valoriser les travailleurs eux-mêmes et à leur accorder des revenus substantiels, il est fort tout à fait et objectif de comprendre que cela est non seulement utile pour la préservation de cet outil de travail, mais également d'améliorer les conditions de vie de ces différents travailleurs, étant entendu que lorsque le travailleur est dans de très bonnes conditions, il produit plus et il est attentif à l'essor de l'outil qu'il utilise. Voici à présent la revue de la page étrangère avec l'AFP. Un conflit hors de contrôle, selon John Kerry, le secrétaire d'État américain s'est efforcé lundi à Genève de sauver la trêve en Syrie, sapée par les frappes et les combats entre le régime et les rebelles à Alep. Des centaines de civils ont été tués ces derniers jours dans la deuxième ville de Syrie. La loi El Khomri à l'Assemblée, les opposants à nouveau dans la rue en France. Le projet très contesté de loi du travail arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée pour 2 semaines d'examen. La pression de la rue ne faiblit pas et une partie de la majorité n'est toujours pas convaincue puisqu'il manque à l'heure actuelle 40 voix pour faire voter le texte. En Corse, le mouvement clandestin nationaliste du FLNC du 22 octobre se lance dans un processus de démilitarisation pour permettre à la nouvelle Assemblée de Corse, dirigée par les nationalistes, de gérer sereinement leur mandature. Cela ne signifie pas pour autant un dépôt des armes. Le mouvement réclame toujours le droit à l'autodétermination du peuple corse. 3 mai 1936, 3 mai 2016. Il y a 80 ans, le Front populaire emporte les législatives en France. Communistes, radicaux et socialistes arrivent au pouvoir, emmenés par Léon Blum. Un mois après, les accords de Matignon instaurent la semaine de 40 heures, les premiers congés payés et les allocations chômage. Premier navire de touristes américains en 50 ans, Cuba a accueilli hier lundi son premier bateau de croisière américain à la faveur du rapprochement diplomatique entre Washington et la Havane, synonyme d'arrivée de nouveaux touristes sur l'île communiste. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur CAMnews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.